Je vous demande d'accueillir avec la même chaleur le ministre du Travail. Comment? Monsieur Michel Sapin, le ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Volontiers. Non, je disais simplement attendez la fin avant d'applaudir. Mais... Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre invitation. Merci à vous, Nathalie de Baudry-Dasson. Merci à vous tous. Je suis désolé de n'avoir pas pu participer ni écouter ce qui s'est dit depuis ce matin. On me dit qu'il y avait aussi beaucoup d'humour et il en faut, je pense, aussi pour aborder des sujets de cette nature. Je suis évidemment très heureux de me joindre à vous, à ces assises de la performance sociale. Deux mots qu'une vision totalement dépassée de l'entreprise aurait tendance parfois à opposer. Cela fait, me dit-on, 3 ans que les grandes entreprises qui sont ici représentées et que je salue ont lancé ce mouvement pour un nouveau pacte social fondé sur la confiance et la performance et qui aboutit évidemment à ces assises de la performance sociale. Le ministre du Travail et du dialogue social, c'est la première fois dans l'histoire qu'un ministre du Travail porte le nom aussi dans son intitulé et du dialogue social, que je suis et depuis très longtemps convaincu évidemment de la pertinence de cette association, de la performance et du social, et je ne peux donc que vous féliciter. C'est une question évidemment cruciale dans ces temps de crise conjoncturelle, mais surtout dans ces temps de changement structurel de l'organisation du monde et de l'organisation donc des entreprises. Elle s'incarne dans des mots qui recouvrent un mouvement profond: mondialisation, financiarisation, compétitivité. Vous êtes ici des représentants de grandes entreprises et plus que quiconque, vous connaissez, vous subissez ou vous vivez de ce mouvement, de ces opportunités qu'il offre et des pressions aussi qu'il engendre sur le travail. Dans le même temps, une dynamique s'est constituée pour réintroduire de l'humain au cœur de la donnée économique, pour prendre en compte le hors-coût à côté du coût, pour considérer que ce qu'on appelle des externalités positives sont partie intégrante et de plus en plus décisive de la création, et en particulier de la création de valeur et du développement durable. Soyons clairs, ce n'est pas forcément la philanthropie que cette dynamique s'affirme. Encore que je ne mette pas en doute l'humanisme, vous avez parlé de l'humain, me semble-t-il, de certains grands dirigeants en cause. Mon propos se veut d'abord et avant tout économique. La dégradation des conditions de travail représente une perte lourde pour la valeur ajoutée des entreprises. Certains se sont risqués à la chiffrer, toujours délicat, près de 23%, me dit-on, en moyenne. Pertes qui sont engendrées par les coûts cachés du mal-être des salariés, les absentéismes, les accidents, les maladies, les licenciements individuels, le turnover. Ces constats ont été dressés et le management est face à de grands défis. Baisse de motivation des équipes, risque d'image dans les cas les plus dramatiques. De leur côté, de plus en plus de salariés se déclarent déçus par leur entreprise, qui ne tiendrait pas, de leur point de vue, ses promesses, ou dont ils pensent que leurs intérêts divergeraient au fond fortement. L'encadrement lui-même se montre plus inquiet, pris entre des injonctions et des contraintes parfois vécues comme des contradictions difficiles à surmonter. La qualité de vie au travail, avant d'être une donnée sociale, produit donc des effets économiques. Associée à un certain nombre d'indicateurs sociaux ou environnementaux, elle est même un levier nouveau, et je salue ici Nicole Notat. Je pense à l'essor de la notation extra-financière. Je pense aussi aux démarches de RSE mises en place et que nous soutenons. Je signale d'ailleurs que je recevrai demain le rapport que j'ai commandé à Livia Brovelli, Éric Molinier et Xavier Drago sur les propositions pour renforcer les démarches de RSE, un rapport précisément intitulé « Responsabilité et performance des organisations ». Ils font, comme vous, ce lien profond entre responsabilité et performance. Pour mon ministère, je prends très au sérieux ces démarches de RSE et cela suppose d'avoir des indicateurs établis, publics,
pour évaluer et comparer les entreprises. Miser sur la RSE, c'est là aussi se doter d'un outil pour diffuser de bonnes pratiques en matière de gouvernance, de conditions de travail, d'accompagnement et de formation, de qualité des relations sociales et de dialogue social. L'enjeu pour l'entreprise est d'autant plus fort que beaucoup d'entre elles sont désormais fondées sur un modèle économique qui inclut du savoir et dépend donc d'équipes qui ont envie de relever les défis, d'individus qui sont capables de travailler et de former des collectifs qui soient plus que la somme de leur individualité, dans le réel et pas dans la simple communication de l'entreprise, qui, elle, est toujours parfaitement léchée. Dans les services, mais aussi dans l'industrie, la véritable valeur provient des relations nouées entre les salariés et leurs clients, autant que dans l'interaction entre salariés et donc la qualité du management. C'est bien souvent là que se fait la différence entre deux entreprises concurrentes. Chaque manager est concerné par ce défi dans l'entreprise, pas seulement le patron qui dirige, du haut d'une forme de verticalité de son pouvoir, pas seulement le directeur financier qui a tendance à voir le travail d'abord comme un coût, on peut le comprendre, pas seulement le DRH qui est pris dans ses relations sociales. Ils doivent interroger des choses aussi simples dans l'entreprise que la reconnaissance monétaire et symbolique, la liberté, la confiance, l'autonomie, l'espace de créativité, mais aussi l'accompagnement donné à tous les salariés. Aider un salarié à construire son parcours professionnel, à compléter sa formation, assurer la justice dans le traitement qui lui est fait, voilà évidemment de belles missions pour une action managériale pleine et entière, mais aussi le gage d'une performance sociale et économique. Mais le défi n'est pas seulement le défi de chaque entreprise. Pour améliorer sa compétitivité, notre pays, dans son ensemble, a besoin d'un nouveau moteur du dialogue social qui parfois peut aussi aboutir à un compromis social qui soit fondateur et utile à tous. De ce point de vue-là, quels qu'étaient les avis des uns et des autres au moment de sa signature ou de son adoption par le Parlement, l'accord du 11 janvier et la loi de sécurisation de l'emploi ont posé une base extrêmement importante. Être capable de réformer notre pays par le dialogue, mais surtout donner aux acteurs de l'entreprise les moyens de négocier ensemble, dans le respect des droits mutuels, dans la protection de l'ordre public social, car les forces ne sont pas égales dans l'entreprise, ça n'était pas gagné d'avance. C'est le sens des accords de maintien de l'emploi, soumis à l'approbation des organisations représentant la majorité des salariés. C'est le sens également des nouvelles procédures de licenciement qui les rendent non pas plus faciles, mais cadrent juridiquement et dans le temps la procédure, après avoir surtout favorisé la recherche et la conclusion d'un accord au sein de l'entreprise. C'est bien cela la nouveauté. C'est au fond ce pouvoir de négocier. C'est cela, au fond, ce que j'appelle parfois de manière un peu triviale le dialogue social à la française. Non seulement un dialogue interprofessionnel, il est nécessaire pour cadrer, mais aussi un dialogue dans l'entreprise. Non seulement des grandes négociations dans des temps impartis, mais aussi la quotidienneté des relations du travail. Et comme le soulignait à juste titre Nicole Lanetta, il ne faut pas être naïf. Nous savons bien que le monde du travail ou le monde d'entreprise est aussi un monde où s'affrontent des intérêts différents et parfois divergents, et que ces affrontements peuvent être, y compris brutaux, si ce n'est brutaux dans la violence même, brutaux dans l'intensité de ces relations et de ces contradictions. Et je sais que ceci doit être reconnu comme tel. Mais c'est pourquoi je veux saluer à la fois la démarche des partenaires sociaux, mais votre démarche ce soir, et m'y associer pleinement, vous encourager à la poursuivre et surtout à convaincre autour de vous vos collègues qu'il est possible de progresser dans l'organisation du travail et la gestion de l'entreprise, la grande, la petite, mais aussi dans les administrations. Le sujet du travail n'a évidemment pas d'exclusive quant au domaine auquel il s'applique. C'est sur ces bases que, par exemple, avance en ce moment, je l'espère, la négociation sur la qualité de vie au travail. J'espère qu'elle va aboutir positivement d'ici la fin de cette semaine,
réunion conclusive est censée se dérouler vendredi prochain, je la crois très importante. Cette négociation sur la qualité de vie au travail, elle est fondamentale parce que globale. Elle ne sépare pas la santé, la sécurité, l'emprise sur son travail, la relation avec sa hiérarchie, avec ses collègues, la réflexion sur son activité ou son expression. Elle est fondamentale car elle suppose de nous faire réfléchir à la façon de négocier et de dialoguer, de faire évoluer nos modes de régulation comme les pratiques des négociateurs. Donc faire évoluer les différentes obligations de négocier, ce qui nous obligera, nous, à les décloisonner, égalité, salaire, pénibilité, tout ceci doit pouvoir faire masse et être négocié ensemble. Je veux insister enfin sur un point, le droit d'expression. Pour ceux qui ont connu, il y en a quelques-uns ici, les débats autour des lois Auroux, c'était un élément fondamental. Et l'avancée historique des lois Auroux, elle s'est faite autour de ce qu'on a appelé le droit d'expression des travailleurs, disait-on, dans l'entreprise. Le droit d'expression revient, me semble-t-il, au centre des débats, mais d'une autre façon qu'il y a 30 ans. L'enjeu n'est plus seulement de pouvoir s'exprimer sur ses conditions de travail au sens matériel, salaire, poste, organisation, mais bel et bien aussi de pouvoir s'exprimer sur son métier, sur ce que c'est que travailler, à quoi cela sert et comment le faire dans un contexte donné et dans un contexte souvent changeant. L'enjeu de l'expression, c'est donc désormais le métier autant que l'utilité et la performance. Et voilà qui, me semble-t-il, revient à notre sujet, à votre sujet. Puisque je crois à la possibilité de compromis novateurs, je crois cette fois ou une autre fois qu'il y a sur ce sujet une réelle volonté du patronat et d'un patronat moderniste et des syndicats, tous ensemble, d'avancer. À ce point, le dialogue social rejoint évidemment la qualité de la vie. Il fait aussi figure de moyen de dépasser une approche trop pessimiste du travail, celle des seuls risques psychosociaux. Ils n'ont pas disparu, bien sûr, loin de là. Il ne faut ni les négliger, ni les sous-estimer, mais ils ne résument pas à eux seuls le travail et se soignent aussi par la possibilité de tenir un discours positif sur son travail. La performance sociale que vous portez ensemble me semble ressortir de cette logique. Elle est donc bienvenue. Je crois que c'est là le meilleur moyen de s'attaquer au malaise au travail que nous constatons actuellement et dont l'actualité est émaillée de bien tristes et de trop nombreux exemples. La prochaine négociation, donc, sur la qualité de vie au travail aura lieu le 14 juin. Elle sera décisive. Je n'ai évidemment pas à m'introduire dans la négociation qui relève de l'autonomie des partenaires sociaux, mais en tout état de cause, la question de la qualité de vie au travail, celle que d'une manière ou d'une autre vous avez abordée et que vous continuerez à aborder, sera débattue dans une table ronde particulière de la grande conférence sociale qui, pour une deuxième fois, aura lieu à la fin de la semaine prochaine, les 19 et 20 juin prochains. À chaque fois que nous pourrons, nous la porterons, cette négociation, convaincus que nous sommes que la bataille de l'emploi passe aussi, et peut-être de plus en plus, par la qualité du travail. Il ne faut jamais opposer emploi et travail. Nous avons là un grand chantier, et à l'heure où l'on s'interroge sur l'avenir de notre modèle social, je crois qu'il y a un élément de son identité profonde. Je sais que les groupes qui sont ici représentés ne se sont pas contentés de déclarations d'intention, mais ont mis en œuvre des expérimentations qui, de la vie générale, sont positives. C'est la bonne direction. Il faut la poursuivre, il faut l'amplifier. Je ne peux que vous y encourager et le ministre du Dialogue social que je suis sera donc toujours à vos côtés. Merci.